Chers téléspectateurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans. Vos réactions pour l'émission Notre prestation d'hier sont très encourageantes et nous espérons sincèrement que nous continuerons cet échange ou cette communication ensemble pour le bien de nous tous. Nous sommes tous conscients que l'ère est grave. Grave d'abord pour le corona, cette pandémie qui nous arrive et qui nous bloque tous chez nous. Et peut-être d'un côté, ça peut être positif, puisque ça nous permet de pouvoir disposer de temps pour pouvoir communiquer ensemble et échanger sur des problèmes qui nous préoccupent. Mais cela nous appelle tous à une vigilance pour que chacun de nous puisse prendre soin de lui, pour que chacun, comme je viens de le dire, ne puisse pas croiser cette pandémie ou cette maladie sur son chemin. Je disais que l'heure est grave, mais l'heure est beaucoup plus grave encore pour les Congolais. Je dirais le vrai Congolais. Puisque nous sommes dans une situation confuse où le pays est menacé de toutes parts. Les occupants, avec leur puissant soutien, se frottent les mains. Mais il y a quand même dans notre culture des dictons, des adages qui nous donnent encore de l'espoir. Je prendrai l'image pour ne pas reproduire ce que nous tous nous connaissons. Je prendrai l'image de renard qui a l'Autriche dans sa gueule et qui appelle sa famille de s'apprêter pour être à table. Et l'Autriche murmurant pour être entendu, et il dit, la lutte n'est pas encore terminée. Et sous d'autres cieux, on dit, on ne vend pas la peau du léopard avant de l'avoir abattu. Mouzé n'a-t-il pas ajouté que la lutte sera longue et difficile? Et quand nous parlons de longue lutte, nous pensons que ce que nous vivons aujourd'hui, ça a commencé depuis l'époque coloniale, avec des tentatives d'incursion, puisque certains, c'est dans leur sang, de ne pas se contenter de ce qu'eux ont, d'aller envier ce qui se trouve chez le voisin. Et eux ont pris cette habitude, nous, on n'en avait pas, depuis la belle époque, ce qui fait que ces temps préparés, nous, on les avait accueillis, mais c'est dans leur méthode, puisque pour les accueillir, ils utilisent tous les subterfuges pour que vous puissiez avoir pitié d'eux. L'histoire de Royaume Hamid pourra peut-être nous donner des confirmations là-dessus. Et quand vous les accueillez, ils deviennent maîtres. Ils refusent puisqu'ils sont imbus de leur force, de leur tactique, qu'ils ont déjà aiguisé depuis longtemps. Ils ont préparé les puissantes machines de communication pour intoxiquer toutes les communautés en leur faveur, pendant que nous, on ne se doutait de rien. Bien sûr, même si elles sont préparées, mais de plus en plus, les Congolais, le vrai, commencent à se soulever. C'est un bon signe. Même si c'est tard, mais les forces unies peuvent nous amener plus loin. Donc, je disais que la lutte a commencé depuis longtemps. À titre d'exemple, je pourrais dire depuis l'occupation de Rutshuru par le Hutu, avec l'intronisation, bien sûr, d'un Mwami Hutu. Ils disent
aujourd'hui qu'ils sont congolais, mais ce qui est frappant, c'est qu'ils sont congolais, mais ils reproduisent les méthodes rwandaises. Puisque nous savons qu'au Rwanda, les deux communautés vivent à couteau tiré. Et c'est ce qui arrive au Rwanda, et disons au Congo aujourd'hui. J'ai un document ici, des enquêteurs qui étaient envoyés dans le cadre de la coopération de la Suisse, ou coopération avec la Suisse, les documents qui datent de 1997. Ces documents donnent la preuve de deux communautés qui ne peuvent pas vivre côte à côte ensemble. Et c'est frappant, c'est la reproduction même. Et allons-nous dire que cette communauté, c'est une communauté congolaise quand ils reproduisent les méthodes et les conflits du Rwanda chez nous? Rwanda, Burundi et peut-être ailleurs, on ne sait pas. Vous allez entendre ce qui est écrit dans tous ces documents ici. Je vais vous épargner de lire tous les textes, mais je vous prendrai bien sûr quelques extraits pour vous en convaincre. Mais avant d'entamer les sujets tels que je viens de le présenter, je voudrais vous parler de Madame Catherine Tourelle, de la mission suédoise, qui a été envoyée au Congo pour aider les Congolais à améliorer leurs archives. Et ce que je vais vous dire, c'est que Madame Tourelle, donc Katharina, écrit ceci: le manque de documentation historique est énorme au Congo-Kinshasa. Le manque d'ouverture, de liberté de presse et d'expression réduisent bien sûr encore l'accès aux informations et créent une société peu protégée de la propagation de faux bruits et de la propagande. Avoir accès à des archives, pouvoir prendre part aux informations, avoir le droit d'interpréter sa propre histoire, et il continue, et faire des recherches qui y soient relatives. Et pour nous, en Suède, c'est une chose normale et devrait aussi l'être au Congo. Elle continue avec son texte en nous disant: le fait qu'en grande partie les sources historiques des anciennes colonies ne se trouvent même pas dans leur pays d'origine rend pratiquement impossible les recherches aussi bien au niveau professionnel qu'amateur. Dans les pays nordiques, il existe une grande richesse en archives et en littérature sur le Congo. La situation est moins bonne au Congo. Les sources écrites se trouvent dans les archives coloniales belges et dans les archives des missions en Europe et aux États-Unis. Je crois que vous venez de comprendre. Peut-être il y en a qui peuvent trouver ennuyé le travail que nous entamons, mais ayant goûté à la recherche, nous nous proposons ou nous nous donnons ce devoir de pouvoir partager certains documents qui tombent sous notre main pour que peut-être ceux qui n'ont pas l'occasion d'y accéder puissent être informés, puissent savoir que ces documents-là existent. Et pour ma part, je veux vous dire que la plupart des documents que je vais utiliser dans ces émissions, ce sont des documents gratuits qui sont disponibles sur le net. Donc quand je vais donner les titres, chacun peut accéder à ces documents-là. Par exemple, l'extrait de ce texte de Madame Katharina Tourelle est tiré de Missio. C'est un document de Missio. Si vous tapez les mots Missio sur Internet, vous pouvez facilement accéder à ces documents. Ainsi dit, j'ai parlé dans l'émission d'hier de l'histoire du Rwanda, des origines à la fin du XXe siècle. Sous la direction de Deo Bianafache,
Paul Rutaizire, en collaboration avec Joseph Dioni Wakarega, Charles Kabwete Mulinda, Célestin Kanimba Misago, Gamaliel Mbonimana Faustin, Rutembesa. Voilà. Que ces téléspectateurs rwandais puissent m'excuser puisque je ne parviens pas à prononcer bien leur nom. C'est normal puisque c'est dans une langue que je ne maîtrise pas. Donc, ce document est écrit, je crois, et publié par l'Université nationale du Rwanda, UE, en 2011. Je voulais partager avec vous ici l'extrait de ce document, puisque je vous ai dit que c'est le document de 700 pages. Et l'extrait commence à partir de la page 623. À la page 623, vous trouverez là que les Rwandais, donc les hégémonistes, puisque ce sont eux qui sont au pouvoir, les hégémonistes tutsis rwandais qui sont au pouvoir, affirment haut et fort, et c'est écrit, ce n'est pas à nier, ce n'est pas moi qui invente ça, les conflits régionaux, malgré ses efforts pour restructurer sa diplomatie, le Rwanda n'a pas pu éviter deux guerres avec le Zaïre et un conflit latent avec l'Ouganda. Je crois pour ceux qui doutent encore que ce que nous avons eu au Congo, ce sont des rébellions. Ceux qui doutent encore que ce ne sont pas des guerres rwandaises contre notre pays, ce document ici est disponible gratuitement aussi sur Internet. Je viens de vous le dire, c'est écrit « Histoire du Rwanda des origines à la fin du XXe siècle ». Sous la direction de Deo, je vous épargne la suite, et je vous ai dit, c'est signé ou publié par l'Université nationale du Rwanda, UE 2011. Maintenant, quand nous pénétrons les phrases qui viennent, par exemple au point A, il est écrit ceci. Les deux guerres du Congo depuis juillet 1994, pour les Belges 1994, les enjeux sécuritaires les plus vitaux pour le Rwanda s'est joué au Zaïre, rebaptisé République démocratique du Congo, RDC, en 1997. J'insiste, les enjeux sécuritaires les plus vitaux pour le Rwanda s'est joué au Zaïre. Mes chers compatriotes, je crois que vous comprenez qu'eux sont en mode de survie. Leur vie dépend du Congo. Mais nous qui avons le Congo, nous blaguons avec le Congo. Nous dormons. Hier, j'ai parlé de Sodome et Gomorrhe. Quand nous allons nous réveiller, je crois que le pays ne sera plus là. Puisque tous les prédateurs occidentaux attendent ça, puisqu'ils seront récompensés avec de beefsteak par leurs petites mains ou par leurs proxys. Donc, vous comprenez que les enjeux sont graves et ça nous demande tous de nous mobiliser. Je me rappelle, il y a le frère Zacharie qui vous a dit que Barolobisa Bababa. C'est ainsi que vous commencez à voir surgir à gauche, à droite. Moi, j'ai eu à lire en classe la gazelle qui avait des problèmes avec la tortue. Et je crois qu'il y a parmi vous qui connaissent bien ce conte-là. La tortue, se sachant ne pouvant pas courir comme la gazelle, il a demandé à toutes les tortues de se déguiser comme lui. De telle manière que partout où gazelle tombera,
la tortue qui est présente à cet endroit-là puisse lui dire, écoutez, rends-moi ma dette. Tu dois me payer. Jusqu'à tel point qu'il court, jusqu'à ce qu'il tombe évanoui. Et je crois qu'en ce moment-là, peut-être quand il va se réveiller, il pourra payer cette dette-là. Je crois que les Congolais peuvent apprendre cette leçon. Et il continue. Je vous ai parlé hier, je vous ai dit que ils affirment même qu'au départ, Paul Kagame hésitait. Et je vous épargne la lecture du document, il est long. Je vous ai donné de référence. Je vous ai dit que c'est de la page 623. Et je crois qu'il y a à peu près 40 pages. Il y a à peu près 40 pages où on a relaté leur version de faits. Puisque je pourrais vous dire que c'est leurs versions de faits qui sont relatées ici. Et dans la carrosse du roi, vous comprendrez qu'on ne peut pas chanter une autre romance. Dans la carrosse du roi, on chante que c'est que le maître du lieu aime qu'on puisse chanter. Carla Del Ponte en sait quelque chose. Puisqu'il est allé chanter le contraire en face de Kagame, il a grondé sur lui. J'ai entendu notre célèbre musicien dire, si l'ambassadeur du Congo reproduisait la même chose au Rwanda, le Rwanda n'attendrait même pas des explications de qui que ce soit. Il serait chassé. D'ailleurs, chasser, c'est même trop dire. Nous savons ceux qui ont perdu la vie en quittant le Rwanda et les méthodes sont toujours les mêmes. Donc, vous comprenez qu'avec ces documents ici, ceux qui ont encore des doutes, ceux qui nous parlent de nos frères, ceux qui nous parlent de communautés qui vivent avec nous, nous ne pouvons pas chasser les uns et puis laisser les autres. Je crois que c'est le moment de leur dire qu'ils sont en train de rêver, mais s'ils sont encore en train de rêver, c'est qu'ils sont de bébés, ils ont intérêt à rentrer sur les genoux de leur maman pour téter. Peut-être que ça pourra encore, quelques gouttes pourront encore sortir. Je leur souhaite bonne chance. Voilà les documents que je viens de partager avec vous. J'ai dit l'histoire du Rwanda. Je vous ai donné les références. Si vous avez des difficultés pour l'obtenir, vous pouvez communiquer avec moi. Nous allons avoir une page Facebook disponible pour cette télévision. De telle manière que de ce côté-là, peut-être on pourra échanger certains documents sur le net, donc sur les réseaux sociaux. Après ces documents, j'ai parlé de l'histoire du Rwanda. C'est plutôt le document écrit « Un royaume à mythe au centre de l'Afrique ». Un royaume à mythe au centre de l'Afrique. C'est un document publié en 1934. 1933 plutôt. Bruxelles, librairie Falk, fils. Georges Van Campenou, successeur, 22 rue de Paroissien 22. 1933. C'est le document écrit par le révérend père Pagès, des missionnaires d'Afrique, ce que nous appelons communément le père blanc. Ce document est aussi en accès libre. Chacun de nous peut y accéder. Mais je vous ai cité quelques noms. Hier, je vous ai cité quelques noms. Peut-être que j'avais mal prononcé aussi. Puisque ce n'est pas ma langue, vous allez m'excuser pour cela. Puisque tous les Rwandais ne sont pas mauvais. Mais il y en a qui reproduisent la culture des Tutsis. Et on nous dit que c'est cette culture qui leur a permis d'occuper aussi le Rwanda. Puisque la population et les Verts venaient du nord. Et habitués à égorger les bœufs,
ils ont trouvé les agriculteurs qui avaient peur du sang. Vous savez que les populations agriculteurs, en général, ils redoutent de voir le sang couler. Mais ce n'est pas la même chose avec les éleveurs. Hein. Les éleveurs, on a vu même au Kenya ou en Tanzanie, le sang, c'est leur lait, le lait qu'ils boivent le matin pour renforcer les énergies et devenir forts et puis savoir s'attaquer à des fauves qui dépassent même leur poids. Donc, je voulais quand même vous citer quelques noms. Je vais tout simplement aller à la table de matière. Au Rwanda, sur le bord du lac Kivu, Congo belge. Voilà, c'est au moment où c'était encore Congo belge. Un royaume hamite au centre de l'Afrique par le révérend Père Pagé, de Père Blanc. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Mémoire présentée à la séance du 7 novembre 1930. Donc, ce document est publié après avoir défendu le mémoire le 17 novembre 1930. Donc, c'est un document authentique et on peut même dire académique. Et un document académique, c'est-à-dire que le révérend père a eu à se défendre. C'est-à-dire, pour avoir son doctorat, il ne pouvait pas rapporter n'importe quoi puisque la science n'est pas l'apanage d'une seule personne. C'est lui qui débite. Ce qu'il débite pousse les autres à aller vérifier. Mais jusqu'aujourd'hui, des documents qui sont sortis après ont plus confirmé. J'ai un deuxième document, mais je vous épargne ça. Mais ce document est déjà très profond. Et il écrit ceci par exemple: les races du Rwanda, problème de leur origine, but et division de l'ouvrage. Nous n'avons pas la prétention d'épuiser les sujets indiqués par le titre du volume. Le but qu'on se propose est modeste. Les répertoires vivants n'ont pas dit leur dernier mot. Ils n'ont fait que commencer. Presque tous les rois hamites et les anciens roitelets autochtones ont leur page d'histoire écrite dans la mémoire des chroniqueurs. Souvenez-vous que notre télévision, c'est Top Chronique TV. Lire ce page et le déchiffrer sera l'œuvre de l'avenir. Notre travail n'est qu'une ébauche, une sorte d'essai de monographie. Pour ne pas s'exposer à recourir au subterfuge du raisonnement et pour éviter des affirmations téméraires, nous avons préféré donner avec les traditions authentiques les légendes elles-mêmes ou les résumés. Au lecteur de tirer les déductions et les conclusions qui s'imposent. L'abondance de détails que nous avons jugé bon d'insérer dans cette esquisse, qui après tout est un essai, sans prétention d'ethnographie autant qu'une étude d'histoire, ne doit inspirer aucune méfiance. Les minuties, les circonstances accessoires, les aventures singulières donneront aux faits leur véritable physionomie. Donc, mes chers téléspectateurs, je viens de vous lire là l'introduction du texte de Père Pagès. Et comme je vous dis, ça aurait été mieux que chacun puisse avoir ce document et puisse le lire. Je pourrais aller à la page vers les pages 200. Page 200 pour pouvoir vous lire quelques parties. J'espère bien que je pourrai y arriver rapidement. Vers page 200, je crois 20 ou 23. Voilà, essayons un peu de voir ici. Je préfère recourir au grand titre.
C'est un peu ennuyeux, mais vous comprendrez que quelques extraits pourraient vous édifier. Le père Pagès vient de dire que ce sont des légendes, mais ce sont ces légendes ici, curieusement, qui sont en application aujourd'hui. On se demanderait si le roi Ruganza n'est pas revenu, n'est pas ressuscité. Puisque les méthodes qu'il utilisait, c'est presque la même méthode. Ici, c'est par exemple, on pourrait dire la célébration de Wege. Il y a des mensonges de tous côtés pour pouvoir arriver à ses objectifs. Pour pouvoir arriver à ses objectifs. Donc, vous comprendrez que tous les rois qui se sont succédés, c'était pratiquement la même chose. On dit ceci à la page 10. Il y a le roi Yui IV, Musinga. Après le coup d'état de Ruchunchu, Musinga, le protégé de Kabale, fit proclamer roi sous le nom de Yui. C'était en l'année 1896. Né dans les Boudaha, pendant que Lobugiri, son père, était en expédition. Il avait environ 12 ans quand il monta sur le trône. Sa mère et son oncle Kabale exercèrent la régence pendant sa minorité. Curieuse figure que celle du régent. Sans vouloir justifier sa conduite, on peut dire que la nature l'avait grandement pourvu de ressources, d'initiative et d'énergie. Sa sœur ayant eu un enfant du roi Lobugiri, pourquoi n'essayerait-il pas d'élever son neveu au trône? Fortunat audace Juvat, Kabale n'était pas homme à reculer devant une révolution de palais pour substituer son neveu au prince régnant. Les obstacles et les difficultés ne l'effrayaient pas. Tout en suivant dans ses déplacements Rutalindwa Mibangwe, il ne négligea rien pour arriver à ses fins. Le complot fut organisé froidement et de longue main. Écoutez, les mots commencent à venir. Le complot fut organisé froidement et de longue main. On a vu que l'occasion de se démasquer complètement naquit du fait le plus fortuit en apparence. Bien que plus ou moins prévu, l'événement surprit de part et d'autre. Les gens de Rutalindwa, ayant l'avantage du nombre et de la cohésion, gagnaient du terrain. Les combats tournaient contre Kabale. Les habitants des collines voisines accouraient de tous côtés au bruit de la bataille. C'est alors que l'instigateur de la conjuration s'empare de son neveu, l'élève au-dessus de sa tête et s'adressant à la foule. Voici le roi que nous a laissé Lobugiri. C'est lui qui l'a désigné en mourant. Il s'appelle Yui. Rutalindwa est un intrus qui ambitionne le trône. Ubwege. Il fait nuit. On ne sait plus où l'on est. Au lieu d'aller rejoindre les troupes de Mibambwe, Rutalindwa, comme c'était leur intention, les nouveaux arrivants s'égarent et vont grossir malgré le rang des adversaires. Le dénouement approchait. Luamaniwa, chef de Boudaha, et Luniga, chef d'Indiza, arrivaient au pas de course avec leurs montagnards décidés. Le feu et la fumée qui s'élevèrent bientôt au-dessus de huttes royales, pendant que les ténèbres de la nuit s'éclairaient de l'air sinistre, annoncèrent bientôt que tout était fini. La victoire restait à Kabale. Ses amis venaient se lamenter auprès de lui de ce que l'incendie d'Iruchunchu avait consumé les trésors royaux, ainsi que les tambours, y compris le fameux tambourin palladium, connu sous le nom de Kalinga. Vous connaissez bien, c'est ce tambour qui est célébré
à toutes les cérémonies au Rwanda, c'est leur instrument fétiche. Le roi est trouvé, il nous reste, quant au tambour, il n'est pas difficile d'en faire un autre. Voilà, je vous épargne la suite, mais vous venez de comprendre que ces histoires qui se sont déroulées en 1896, que je venais de vous lire ici, 1896, mais ces histoires semblent se reproduire textuellement avec le nouveau roi ressuscité qui est Kagame. Il s'est préparé de longue date, quand les Congolais dormaient, quand les Congolais dansaient, quand les Congolais tergiversaient, puisque à l'école du Belge, qui nous a formés, nous étions habitués à des trahisons, nous étions habitués à des désaccords. Puisque vous voulez en savoir plus, des exemples. Je vous dis par exemple que les Loulous qui se sentaient brimés par les Baluba à Kananga, quand on a commencé à démocratiser la République par la dictature coloniale, en organisant les élections autour de 1959, tous les Loulous se sont unis. Vous connaissez bien les slogans. Loulou dit moins. Et puis du côté de Luba, Bakwanga, ils se sont aussi unis. Il y a eu des fronts. Là-bas, c'était Kongayo. Donc, Kongayo et Loulou dit moins. Mais dès que Kongayo est parti à Bakwanga, tout autour de l'Amiba, mais les Loulous qui sont restés, la deuxième division a commencé. C'est la division de Katawa et Mutombo. Et c'est des Nkongayo qui sont partis en Bujimaï. Les arrivants étant riches, intellectuels, les chefs de Bakwanga qui étaient à couteau tiré avec la société qui ne les respectait pas, croyaient que quand les Baluba viendront nombreux, nous allons peser pour nous faire respecter par la société Miba. Mais le chef a déchanté. Ceux qui venaient évoluer, très rusés, ont pu facilement enjamber les chefs qui étaient sur place, à son propre mécontentement bien sûr. Ce ne sont que des exemples. Mais ce que je vous dis, vous pouvez les lire aussi, puisqu'il y a des monographies qu'on a élaborées, puisqu'il y a monographie de Kassai occidental élaborée par le révérend père que vous connaissez, que son âme repose en paix, et les deux monographies de Mbujimaï, et monographie du Kassai oriental. Donc, vous pouvez trouver ces deux exemples que je vous donne là, dans ce livre-là. Je vous informe, sauf le livre de Père Léon de Semoulin, il est presque pas introuvable sur le net pour y accéder facilement. Mais vous qui êtes sur place au Congo, au pays, vous pouvez facilement y accéder. Et pour ce qui concerne les deux livres de Mbujimaï que je viens du Kassai oriental que je viens de vous citer, vous pouvez, c'est en circulation libre sur le net. Il suffit de taper monographie de Mbujimaï ou alors monographie du Kassai oriental. Vous pouvez accéder à ces documents-là. Mais ce n'était que des exemples pour étayer ce que je viens de vous dire. Le document suivant que je préfère mettre à votre disposition ou partager avec vous, c'est le document de Muhindo. Monsieur Muhindo a publié ce document. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas l'existence. Léonard Kambere Muhindo a publié le document. Après les Banyamulenge, voici les Banyabwisha au Kivu. Après les Banyamulenge, voici les Banyabwisha au Kivu. La carte ethnique du Congo belge en 1959. Je vous informe que ce document est aussi en circulation sur le net. Mais ici, il relate exactement aussi deux faits.
comment par exemple Mohamed Ndézi a été intronisé par le Belge et les chefs qui étaient sur place, comme ils résistaient, puisque vous savez bien que depuis les esclavagistes, les autochtones ne voulaient plus sentir les étrangers. Mais ce qui a joué contre les autochtones, c'est parce qu'ils n'avaient pas armes égales. Ceux qui venaient étaient préparés avec de nouveaux armements. Et face à ça, vous vous rappelez bien que quand ça devenait dur, par exemple autour de Tanganyika, quand ça devenait dur, le Belge a utilisé les canons de Thyssen qui venaient d'être fabriqués. Et le canon, même les Arabes n'ont pas pu résister. C'est comme ça qu'ils ont pu vaincre tous les Arabes, les arabisés, les Roumalisa et les Tipotib. Il y en a qui nous ont appris en classe que Tipo. On y reviendra puisque c'est aussi un sujet qu'on peut creuser pour corriger certaines choses. Puisqu'il y a trop de littérature qui disent que c'est Tipo, il y en a qui disent Tipotib, il y en a qui disent Tipotip. Alors, on confirmera tous ces éléments-là dans ces émissions de Chronique TV. Donc, rendez-vous est prise, bien sûr, pour la nouvelle occasion. Donc, ce document, je vous l'ai dit, je viens de vous citer un cas. Mohamed Ndézi était un policier recrutés par le blanc après la formation qu'ils ont organisée. Et vous comprendrez que tous ces problèmes viennent après que la Belgique ait acquise comment on appelait les Nations Unies lui avaient donné un mandat sur le Rwanda et sur le Burundi. Et c'est comme ça que c'est devenu après le Congo belge et Rwanda-Rundi. Mais avant ça, nous n'avions pas de problème avec les Rwandais. Ils vivaient chez eux, ni avec les Burundais, ils vivaient chez eux. Et nous vivons chez nous, puisque les Belges avaient négocié toutes les frontières avec les grandes puissances qui occupaient le pays voisin. Avec le Portugal, on a défini les frontières à l'ouest. Avec l'Allemagne, les frontières à l'est, excusez-moi. Et avec l'Angleterre, on a défini également avec l'Ouganda, ainsi de suite. La Zambie, c'est la même chose. Donc, vous comprendrez que le Belge, qui tenait à ces territoires, avait négocié et tout était au clair. Il n'y a rien qui puisse être discuté. Et d'ailleurs, tous les documents qui sont en circulation ne peuvent permettre personne de pouvoir faire disparaître tout, puisqu'ils n'entreront pas dans tous les ordinateurs de gens qui disposent déjà de tous ces documents qui sont presque en circulation libre. Puisque n'oubliez pas que beaucoup de documents du XVIIIe siècle, jusqu'en 1946, ont déjà été libérés pour que chacun puisse accéder à ça et il peut facilement exploiter l'histoire comme il l'entend dans l'intérêt, bien sûr, de son pays. Et c'est ce que je suis en train aussi de faire. Et je viens de terminer avec le document que je vous ai dit. Le document de Mohindo est publié aux éditions IRA à Kinshasa. Donc, vous qui êtes sur place, facilement, vous pouvez accéder à ces documents. Vous allez comprendre que les Hutus qui sont à Rutshuru, qui reproduisent leur confrontation, comme ils le font au Rwanda, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont à Rutshuru. Quand les Tutsis viennent, ils ne veulent pas arriver à Rutshuru. En attendant qu'ils occupent tous les pays, ils vont s'occuper encore de leurs frères ennemis, Hutus. Et ils occupent la colline de Mulenge. Et là, ils refusent toute négociation. Ils disent, nous sommes chez nous, un point, un trait. Et pourtant, les livres que je vais vous présenter tout à l'heure indiquent bien que les Tois, qui sont aussi un groupe de population qui vit aussi sur le même territoire, ils se sont intégrés
en parlant la langue de l'une, les gars ou bien les autres populations Bembe qui sont sur place, ainsi de suite. Mais les Tutsis, non. Ils ne veulent pas être à côté de Hutus, qui sont au nord, à Rutshuru. Ils ne veulent même pas cohabiter avec les peuples autochtones qui sont propriétaires des terres. Alors, c'est cette information qui me pousse à vous parler des monts Itumbwe. Les monts Itumbwe, c'est un document publié par la coopération suisse dans le cadre de développement. Et ce document est clair et net. Ils ont mené des enquêtes. Ils ont même relaté dans le document comment il y a des troubles entre les communautés Nyamulenge, c'est le terme qu'ils ont utilisé, et la communauté Lega, avec qui ils partagent, je crois, si je ne me trompe pas, puisque c'est les monts Itumbwe, où ils partagent avec beaucoup d'autres populations, Bafuliro par exemple, et tant d'autres. Et les Bafuliro, on dirait même qu'ils ont le même pratique, les enquêteurs ont trouvé qu'ils peuvent avoir les mêmes origines avec les Babembe. Donc les Bembe, comme on peut les dire. Donc vous comprendrez qu'il n'y a que les Nyamulenge qui posent problème. Il n'y a que les Nyamulenge Tutsi qui posent problème. Puisque le problème qu'ils posent vont mettre en danger maintenant les Hutus qui sont à Rutshuru, qui ont fui d'ailleurs le Rwanda, ils ont fui les Tutsis pour venir s'installer là-bas en paix. Et maintenant, ils seront tous embarqués sur la même pirogue. Puisqu'on ne va pas continuer à laisser des personnes qui viennent reproduire les méfaits, les mécontentements de chez eux, les conflits de chez eux, ils viennent reproduire ça chez nous. Mais demain, ça ne sera pas entre eux deux, c'est déjà entre eux et nous, puisqu'ils nous tuent. Puisque ce que je vous dis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu qu'on est allé tuer les Hutus qui sont à Rutshuru. On les laisse encore tranquilles. Hein? Mais quand ils vont occuper tous les territoires, je crois que le Rwanda va être reconstitué sur le territoire congolais. Le Rwanda va être reconstitué sur le territoire congolais. Donc, le livre que je viens de vous dire, c'est aussi en circulation, je viens de vous citer, c'est aussi en circulation libre sur Internet. Et ceux qui veulent approfondir, bien sûr, le dossier, ils peuvent trouver toutes ces informations et les lire, calmement, puisque nous mettons ces informations à votre disposition pour que nous tous, nous puissions nous réveiller. Je disais dans l'émission, dans la vidéo d'hier, qu'il y en a qui dormaient. Mais moi, personnellement, en fouillant en 1999 et l'an 2000, où nous avons publié au mois de mars, où le professeur a publié la brochure au mois de mars 2000, le 31 mars, je vous ai donné des dates hier, j'ai compris d'où venait le problème. Et il y a même beaucoup de textes que j'ai publiés sur Internet où j'ai même qualifié Kanambe Hippolyte comme étant uranium capable de nous irradier. Un produit très dangereux. Il venait d'accéder au pouvoir. Hein? Il venait d'accéder au pouvoir. Et ces quelques écrits, vous pouvez également le rencontrer dans mon livre que j'ai écrit sur investissement amoureux. J'ai écrit un petit texte sur le Congo pour relater la situation du pays.
Et j'ai cité aussi mes sources dans le livre. Voilà. Je crois que je viens de partager avec vous le document que je souhaite assez que chacun, ardemment, puisque maintenant, ces documents, je crois que ça ne pèse pas, peut-être pour le père Pagès, mais ça ne pèse pas tellement. Je crois sur le téléphone, chacun de vous peut facilement tirer ça et chacun de vous peut lire ça. Et il me reste à moi de vous remercier pour votre attention. Et je réitère ma demande, prenez soin de vous. Les temps sont durs. D'abord pour la pandémie et ensuite pour les menaces qui nous guettent de tous côtés. Je répète que c'est du jamais vu. Les Quinois aimaient bien s'amuser en disant qu'on a mis le Congo, tous les paramètres du Congo, dans l'ordinateur, Zupa ordinateur. Donc le super ordinateur. Mais en tout cas, tous les paramètres, le Congo n'est pas apparu. Donc, l'ordinateur ne reconnaît pas un tel pays. Mais le fait continue à confirmer ça, puisqu'on n'a jamais vu les diplomates de l'ONU qui représentent les droits internationaux aller installer un bourgmestre de commune rurale. Si les ridicules pouvaient tuer les gens qui se disent superpuissance, ils sont allés s'asseoir dans la pelouse, un ambassadeur des États-Unis. Du jamais vu. Alors, les Quinois, je crois si il y a des petits-enfants qui ne vous complainent pas, puisqu'il y a 20 ans qu'on utilisait le problème de l'ordinateur, super ordinateur qui n'a pas retrouvé le paramètre qu'on a donné, il n'a pas retrouvé le pays. Je vous donne l'occasion de réentendre ça. Et ce qui est arrivé à Minembwe, je crois que tout le monde peut s'en convaincre que ces prédictions-là sont en train de se réaliser et continuent à se réaliser. Mais si nous continuons à dormir, demain, peut-être nous, sûrement nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, vivront la situation que les Hutus sont en train de vivre chez eux, sur leur territoire. Et il y en a même qui prétendent que les Tutsis sont supérieurs, sont plus intelligents. Mais je ne sais pas quel test et quel examen on a donné à tous ces groupes-là d'intelligence et puis on a trouvé qu'eux dépassaient tout le monde entier ou tous les Africains. Mais bon, ce sont des propagandes. On leur accorde ça. Mais nous n'avons pas le temps à perdre. Occupons-nous du travail que nous avons à faire pour nous sortir de ce pétrin. Et j'ai dit hier que le plus dur, ça sera de conserver ça. Le plus dur, ça sera de conserver ça. Puisque nous sommes éveillés maintenant, battons-nous, mais préparons-nous aussi à pouvoir garder ce que nous allons obtenir. Je sais que c'est déjà aux frais de sang. Nous avons payé beaucoup. Il y en a qui parlent de 12 millions, il y en a qui parlent de 16 millions. Donc, il n'y a que la terre qui sait ce qu'il a avalé comme sang et ce qu'il a avalé comme corps. Et peut-être, je ne sais pas si les faucheurs sont en train de tenir leurs statistiques. Peut-être si un jour il y aura la justice, on pourra connaître. Mais il y a des morts indirectes. Nous l'avons signalé hier. Je disais merci beaucoup. Heureux de vous avoir aussi nombreux à la prochaine émission. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bonne lecture des documents que je viens de mettre à votre disposition pour une bonne partage la fois prochaine. Merci et au revoir.